Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est du rapport 2016-2017 d'Amnesty International sur les droits de l'homme à travers le monde qu'il est question dans le grand dialogue de ce soir. Un rapport qui a fait l'objet d'une conférence de presse ce matin ici même à Bamako. Le document consacre des pages entières au Mali. Alors, il est question de problèmes et de beaucoup de problèmes. Amnesty International cite par exemple l'intensification du conflit armé interne et de l'instabilité avec des groupes armés qui se sont rendus coupables, d'après elle, d'exactions. Selon l'organisation, des membres des forces de sécurité et des forces de maintien de la paix de l'ONU ont eu recours à une force excessive et meurtrière dans certains cas. Alors, la situation des droits humains au Mali a-t-elle évolué au cours de 2016? Si oui, dans quel sens? Quels sont les progrès enregistrés? Quels sont les domaines qui exigent beaucoup plus d'efforts? C'est à ces questions et à bien d'autres qui vont répondre nos invités au nombre de 3. Il s'agit de Salif Fofana, il est le directeur exécutif par intérim d'Amnesty International. Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir. Amadou Bokar Tekete est également là, il est le secrétaire général de l'AMDH. Monsieur Tekete, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Khalifa Yaro qui est avocat. Maître Yaro, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, c'est du format. Le grand dialogue. Bienvenue donc à toutes et à tous. Le rapport 2016-2017 d'Amnesty International vient d'être rendu public. Le document traite de la situation des droits de l'homme dans le monde en général. Le Mali est donc naturellement cité. Le pays est qualifié comme pays, il est qualifié donc des pays prioritaires. Cela veut-il dire qu'il n'y a guère d'avancée en matière de défense des droits de l'homme au Mali? Je pose la question à vous en premier lieu. Salif Fofana, vous qui êtes le directeur exécutif par intérim d'Amnesty International. Merci beaucoup pour cette question. Ce matin, lors de la conférence de presse, nous avons dit que nous voudrons mobiliser l'attention d'Amnesty International sur le Mali. Et donc, comme l'an dernier, c'était prévu vraiment d'Amnesty de venir faire des recherches sur le Mali, ici, spécifiquement sur tous les angles. Donc, nous espérons que d'ici la fin de 2017, donc, le mouvement entier décidera vraiment pour focaliser son intention sur le Mali. Alors, vous avez évoqué beaucoup de problèmes, mais nulle part, à ce que je sache, il ne fait mention de progrès. Oui, il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès au niveau du Mali. C'est vrai que l'année, nous la qualifions comme une année vraiment de souffrance et de terreur. Mais c'est pas de même au Mali également. C'est comme ça que nous qualifions l'année 2016. Donc, nous comparons l'année 2016 à 1930. Donc, dans l'autre rapport, oui, 1930-2016, c'est la comparaison qu'Amnesty a trouvée ça par rapport à ça. Dans tous les cas... Ça veut dire qu'il y a eu trop d'exactions, vraiment. Il y a eu trop d'atteintes aux droits humains courant 2016. Maintenant, nous allons nous tenir du côté de vous, M. Amadou Bokar Tekete. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'AMDH. Que pensez-vous de ce rapport qui, je le signale quand même, ne parle pas de progrès? Merci, M. Fomba. En plus de ce que l'Association malienne des droits de l'homme est observateur au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, elle est la section nationale de l'Union interafricaine des droits de l'homme, et à ce titre, elle est aussi la section malienne de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Et c'est à ce titre-là que nous avons un programme, la FTH et la MDH, qui parle des exactions. En partie, nous sommes entièrement d'accord avec ce qu'a dit Amnesty. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est qu'en réalité, tout ce que je vous dis ici est une réalité palpable et touchable. Parce que nous avons une section des cas Yakilal et nous sommes dans le programme. Vraiment, 2016 a été une année regrettable de violation des droits massives. À tous les égards. À tous les égards. Si vous prenez le cas seulement, les chiffres que je vais vous donner, aujourd'hui nous sommes à 621 cas, dont 327 sont hors de vie. Et il y a des arrestations arbitraires qui existent. Ça, c'est la réalité du pays. Donc, on ne peut pas parler de progrès. Si Amnesty parle de 1930 à nos jours, j'ai fait la comparaison entre 1930 et 2016, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais si nous, on faisait la part des choses, la
commission Justice et Vérité qui commence ses activités seulement de 60 à nos jours, où on n'est même pas d'accord avec le principe, parce que nous savons que de 60 à nos jours, il y a eu des choses, il y a eu trop de violations des droits de l'homme. Donc ça, c'est des calculs que nous donnons et la priorité à MC. Mais aujourd'hui, en tout cas 2016, je confirme qu'il y a eu trop de violations des droits de l'homme, trop et trop. Et 2017 annonce la gravité. Nous allons nous tourner du côté de vous maintenant, Maître Khalifa Yaro. Je rappelle que vous êtes avocat, certainement que vous avez jeté un coup d'œil sur ces rapports et vous avez certainement lu avec beaucoup plus d'attention les pages consacrées au Mali. Alors, quelle lecture faites-vous de ces documents publiés par Amnesty International? Merci, M. Fomba. Ce rapport a été publié mercredi. Alors, ce rapport fait état de situations peu reluisantes en matière de droits de l'homme. Ce rapport indique que la courbe est en train de grimper en ce qui concerne les violations graves et massives des droits de l'homme, au point que la situation est devenue très très inquiétante dans certains pays. Donc le Mali n'est pas en reste de cette inquiétude, tant les violations ont connu une sorte de pic durant l'année 2016 et requiert que des mesures soient très rapidement envisagées pour faire face effectivement à cette recrudescence des violations graves et massives des droits de l'homme. En filigrane, voilà ce que j'ai retenu sur les grandes lignes de ces rapports 2016-2017 de Amnesty International. Alors, l'instabilité qui s'est étendue depuis le nord jusqu'au centre du pays avec les attaques dont le nombre ne cesse de croître, comme le constate d'Amnesty International, peut-on dire que tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis au Mali pour que la situation des droits humains se détériore? Monsieur Salif Fofana, qui est donc le directeur exécutif par intérim d'Amnesty International. Merci beaucoup. Il y a quand même espoir au Mali. Quand je dis qu'il y a espoir, quelque part, on vient d'adopter le projet de loi relatif aux défenseurs des droits humains par le gouvernement du Mali. Donc nous attendons la dernière étape qui est vraiment son adoption par l'Assemblée nationale. Et avec la mobilisation de la société civile et des défenseurs des droits humains, ça peut peut-être donner un espoir. Parce que le grand problème qui se pose aujourd'hui, les défenseurs des droits humains ne sont pas très fréquemment consultés pour vraiment les grandes préoccupations du Mali. On vient de commencer le Conseil national d'entente là. Mais nous, les défenseurs des droits humains, nous n'avons pas été consultés vraiment à hauteur de souhait. Parce que nous pensons que nous avons quelques mots à dire par rapport à ça. Donc, le regain d'insécurité qui continue encore, peut-être qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et quand est-ce qu'il faut une véritable vision stratégique pour vraiment lutter contre l'insécurité. Et c'est de là vraiment que c'est une obligation des autorités. Amadou Bouka Tekete, est-ce que le fait quand même que vous, les organisations de défense des droits de l'homme, le fait que vous êtes quelquefois ignorés, est-ce que ça complique les choses en matière de promotion des droits humains? Bon, moi je pense que les défenseurs des droits humains n'ont pas besoin d'être reconnus. On s'implique, on n'attend pas qu'on nous appelle. Parce que ceux-là que nous pensons doivent nous appeler, c'est eux qui violent le droit. Et vous pensez que quelqu'un qui viole le droit, il va vous appeler pour venir corriger ce qu'ils sont en train de faire? Mais non, les défenseurs des droits de l'homme s'impliquent, ils s'imposent et ils déclarent ce qu'ils ont vu. Ils dénoncent ce qui doit être dénoncé. Et il y a des choses peut-être qu'on accepte, où on peut dire que c'est bon. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire au Mali qu'un défenseur des droits humains pense qu'il y a une avancée. Au contraire, pour moi, il n'y a pas d'avancée. Si nous tenons compte de ce que j'ai dit comme personnes mortes, aujourd'hui, il y a 200 civils qui ont été éliminés par des forces ou armées, ou bien l'armée, le FAMA, ou même des groupes armés. Donc on ne peut pas parler d'avancée. Et puis il ne faut pas attendre qu'on nous appelle pour parler de ces... C'est-à-dire que les forces... Comment ils ont appelé ça, l'attente nationale. Mais les politiciens le réclamaient, c'est leur droit. Mais qu'on nous appelle ou pas, là, nous avons notre mot à dire. Nous sommes tenus de le dire, parce que nous sommes les représentants des sans-voix. On ne peut pas attendre qu'on nous appelle. Non.
En tout cas, l'AMDH n'attend pas qu'on l'appelle. L'AMDH s'implique. Dès qu'on voit une violation, on le dénonce et on fait en sorte que la violation soit corrigée. Donc, nous, à ce niveau-là, on n'a pas besoin de l'appel du pouvoir en place. Parce que c'est lui qui est en train de violer les droits. Alors, Maître Yaro, Maître Khalifa Yaro, que les défenseurs des droits de l'homme travaillent en toute indépendance, c'est certainement une bonne chose, mais est-ce une mauvaise chose qu'ils soient souvent consultés par rapport à certains dossiers lorsque des questions sont évoquées, que ces questions sont d'intérêt national? Est-ce que ça ne fait pas avancer? Bon, en ce qui concerne les droits de l'homme, ce qu'on vise comme objectif, c'est leur consécration, c'est leur meilleure protection, c'est leur promotion, n'est-ce pas? Et c'est la prévention même des violations. Maintenant, toute cette démarche doit être une démarche participative, c'est-à-dire tout ce qui se sent concerné par les droits de l'homme ne doit pas s'exclure dedans. En d'autres termes, ça doit être une démarche inclusive qui concerne tout le monde. Vous savez, prioritairement, les droits de l'homme pèsent sur l'État. C'est l'État qui a l'obligation non seulement de les respecter, mais aussi de les mettre en œuvre par des mesures adéquates. Mais aujourd'hui, les enjeux qui sont liés à la dégradation des droits de l'homme méritent effectivement que, outre les défenseurs des droits de l'homme, que des organisations de la société civile, des organisations des victimes, des organisations des femmes, des organisations des leaders religieux s'intéressent à la question. Parce qu'il semble que, effectivement, le phénomène est en train de dépasser les capacités de l'État qui a, dans son rôle régalien, le pouvoir d'endiguer la montée des violations graves et massives des droits de l'homme. Oui, effectivement, chacun doit s'impliquer, pas dans le sens d'attendre qu'on l'appelle, mais d'en faire effectivement un objectif vraiment stratégique, noble, qui consiste effectivement, parce que le rôle des défenseurs des droits de l'homme est un rôle assez complexe. Alors, Salif Fofana, on a parlé d'exactions, les exactions, on en parle effectivement dans ce rapport. Peut-on avoir un peu plus de précision par rapport à cela? Si nous prenons le Mali, les atteintes aux droits humains essentiellement rapportées sont surtout relatives surtout à la liberté d'expression. Donc il y a eu surtout des interdictions, surtout des manifestants. Il y a eu des arrestations. Et il y a également par rapport à l'impunité. Donc nous ne faisons pas tous vraiment à cette question cruciale. Jusqu'à présent, le procès du général Sandaogo n'est pas encore à son terme. Donc vous voyez également, nous avons également même la mise en œuvre des autorités intérimaires, la grande difficulté que l'État fait face aujourd'hui. Donc tout ça vraiment, ce sont des enjeux vraiment qui sont là et qu'il faut vraiment essayer de voir ça. Par rapport aux exactions, on avait rappelé que, si vous vous rappelez surtout, la milice a été attaquée 70 fois en courant 2016. Au cours de 70 fois, et il y a eu presque plus de 25 tués au cours de ces attaques-là. Et Béatrice a été enlevée en 2016. Donc tout ça, c'est les groupes armés organisés qui ont fait tout ce travail-là. Ne pas oublier également les 103 personnes des présumés djihadistes qui ont été arrêtés. Alors, vous avez dit le nombre de fois, vous avez parlé de 70 fois que la milice a été attaquée. Oui, et les forces armées maliennes. Oui, les forces armées maliennes ont été attaquées à maintes reprises également, Mais juste c'est pour vous donner des chiffres très précis, c'est que c'est très important. Les 70 là, la milice a été attaquée 62 fois. Donc parmi ces 70, il y a eu plus de 25 soldats ont perdu la vie. Et il y a eu des arrestations de 103 personnes qui ont été arrêtées. Donc 3 ont été tués et 12 ont été torturés par les forces maliennes et les forces internationales. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le sujet du jour, c'est la situation relative aux droits humains. C'est à l'occasion de la publication du tout dernier rapport d'Amnesty International. Alors, Monsieur Teguete, Salif Fofana le disait tout de suite, il y a eu des exactions. Vous, en tant qu'AMDA, je sais que vous vous intéressez particulièrement à ces dossiers. Avez-vous d'autres précisions à apporter par rapport à ce qui s'est passé sur ce plan? Bon, pardon. Vous savez que au nord, la multiplication des groupes armés et leurs liens complexes ont rendu la situation instable et imprévisible. Vous allez voir qu'il y a 327 300 personnes ont été arrêtées durant l'année 2016 pour des raisons qui ne peuvent pas s'expliquer, non seulement que c'est des djihadistes. Donc à ce niveau-là, il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement. On n'a aucune preuve, on a été obligé de les libérer. Par contre, il y en a où il y a des preuves, on les a libérés au nom de la paix, au nom de l'accord de la paix. Tout dernièrement, maître, vous convenez que les assises à Bamako ont libéré des gens, avec des preuves, comme quoi c'est des paysans du djihadisme, mais au nom de la liberté de la paix, au nom de la paix, on les a libérés. Ça, c'est courant 2016 2016, 2017. Donc, c'est-à-dire, il y a l'amalgame. Vous avez parlé de... Nous, on ne parle pas seulement aujourd'hui du Nord, on parle aussi du Centre. Au Centre, il y a pire que tout ce qu'on a connu au Nord, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui est quoi. Au niveau du Centre, qui fait quoi. Il y a 3 jours seulement, vous avez combien 77 personnes qui ont été tuées à Gao. Ça, c'est avec l'aménagement et autres. Mais à Massina, il y a combien de morts? À Dialoubé, on a arrêté des gens, 20 personnes ont été arrêtées pour dire que c'était djihadistes, alors que c'est l'armée malienne qui a entouré Dialoubé. Donc, on ne peut pas justifier aujourd'hui le comportement des Maliens, et l'armée malienne et les groupes armés. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas parler d'avancée. C'est-à-dire, ça c'est des fureurs plutôt. Parce que tant que les droits sont violés, moi, je ne peux pas parler d'avancée. Je parle plutôt de dégradation des droits de l'homme. Et ça, c'est une réalité. Une question que vous avez posée la dernière fois pour répondre un peu à ce que Yaro et voilà. Parce que il faut qu'on puisse faire la part des choses. Les défenseurs des droits humains, comme l'Armici, comme AMDH, ça c'est des défenseurs qui sont vraiment libres et ils ont ils ont la liberté d'expression et de dire ce qu'ils pensent. Mais il y a autre chose que l'État a mis en place sur la recommandation de l'ONU. Ça, c'est la Commission africaine la Commission nationale des droits de l'homme qui doit jouer un rôle pour empêcher à l'État de le faire. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne peuvent pas le faire parce qu'on confond les deux. Il faut qu'on puisse faire la part des choses pour que chacun joue son rôle. Si cette commission ne peut pas faire ce travail, pourquoi l'avoir créée? Non, elle doit le faire. Elle est là, ses prérogatives, c'est de conseiller l'État pour empêcher à l'État de violer les droits. Et c'est ce qu'elle ne fait pas pour l'instant? En tout cas, pour le moment, je ne suis pas satisfait de ce qu'ils font. Et moi, je crois, en tant qu'association, je me donne le droit de dire ce que je pense, parce que j'ai au moins ma liberté. Alors, Khalifa Yaro, des gens qu'on arrête alors, avec des preuves qu'ils sont impliqués dans des violences, après qu'ils sont libérés au nom de je ne sais quoi. Alors, vous, en tant qu'avocat, comment est-ce que vous qualifierez cela? Bon, si ça arrive tel que vous le présentez, ce n'est pas bon, c'est regrettable. Mais il faut faire attention avec les mots. Lorsque vous dites qu'il y a des preuves, alors ça, vous allez préjuger de l'issue déjà d'un procès. Or, au stade des investigations, il faut beaucoup faire attention. Mais il y avait eu déjà un précédent où il n'y avait pas de doute quand même. Bon, vous savez, il y a eu des précédents. Vous voulez peut-être parler de toute cette vague de libération, je crois, courant 2014-2013, mais nous étions dans un processus. Et ce processus, c'est nous, Maliens, qui avons décidé qu'il faille aller à la réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans concession. Et nous nous sommes réunis, nous avons délégué des gens qui sont allés à Ouagadougou
pour signer un document qu'on appelle l'accord préliminaire de Ouaga. Et dans cet accord préliminaire de Ouaga, il y avait dans son article, je crois 18.4, des possibilités d'élargir de part et d'autre des personnes qui étaient en détention pour faciliter les dialogues. Parce qu'en temps, il y avait des enjeux, des élections, etc., etc. Donc, bon, nous sommes dans un processus de justice transitionnelle. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont commis des crimes graves ne seraient pas repris et jugés ultérieurement. N'est-ce pas? Donc, le processus dans lequel nous avons décidé d'aller est très tributaire du temps. Donc on a besoin de temps, de rapports de force et souvent, et quand tout ça sera réuni, effectivement, on pourra faire la lutte, voilà, on pourra consolider la lutte contre l'impunité qui est là actuellement. On pourra la consolider. Oui, oui. Bon, maintenant, vous avez parlé de violations. Dans mon introduction, je disais que la situation n'est pas très reluisante. Il y a un peu partout des crimes graves qui sont commis par tous les belligérants, par tous les acteurs sur le terrain. Donc ça, ces crimes graves vont des déplacements massifs de personnes. Vous savez, aujourd'hui, des gens qui ont quitté leur maison parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'il y a des champs de mines, parce qu'il y a effectivement des tueries et qui se sont retrouvés dans des coins où ils n'ont pas de salut. Alors, Salif Fofana, justement, nous allons parler du cas des réfugiés. On ne peut pas parler de la situation des droits de l'homme sans les évoquer. Exactement. Alors, les chiffres, il est impressionnant, 135 000 Maliens qui restent donc réfugiés dans les pays voisins. Est-ce toujours le statu quo par rapport à ces dossiers? Oui, c'est bien, ça n'a pas bougé, comme vous le sentez vraiment. Pour que les réfugiés puissent se retourner, il faudrait qu'il y ait la stabilité. Il y a toujours le regain des sécurités qui est là. Donc, ils ont la peur. C'est pourquoi nous avons qualifié le rapport. C'est l'année 2016 comme une année vraiment de souffrance, vraiment de la terreur. Parce que les réfugiés encore, ils ne peuvent pas revenir au Mali pour l'instant parce qu'ils savent que s'ils viennent encore, ils sont exposés vraiment à l'insécurité. Donc c'est ce qui fait qu'il faudrait encore que la présence de l'État soit effective. Là où ça doit être. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Parce que j'avais dit tantôt que l'État rencontre d'énormes difficultés dans la mise en place des autorités intérimaires. Donc si ces autorités étaient opérationnelles, on aurait peut-être un tout peu espéré, mais à ce stade actuel, ce n'est pas possible. Nous venons de lancer une grande campagne que nous appelons J'accueille. Parce que nous avons Amnesty, nous avons lancé la campagne en septembre, J'accueille. J'accueille, ça veut dire quoi? Les réfugiés dans les frontières font l'objet de toutes sortes vraiment de violations des droits humains. Il y a vraiment les tortures, il y a aussi les viols, les agressions, tout. J'accueille, ça veut dire il faudrait que, parce qu'ils ont des droits, il faudrait que nous acceptons les réfugiés. Donc, en résumé, nous on est même allé en partenariat avec l'artiste international Urukia Traoré, qui est l'ambassadrice des Nations Unies pour les réfugiés. Urukia a été au Burkina Faso, elle a été en Mauritanie, elle a été au Niger pour visiter les conditions des réfugiés. Donc, cela a fallu vraiment une très grande mobilisation de la société civile que nous avons organisée dans la fondation de Urukia pour exposer la situation à l'ensemble des organisations de la société civile. Donc, une fois de plus, je dirais que la situation n'a pas très bien évolué en termes de réfugiés. Mais je voulais juste un peu rebondir par rapport surtout que quand quelqu'un mon collègue avait dit que par rapport surtout que au nom d'Amnesty, on sacrifie, au nom de la paix, on sacrifie vraiment l'amnistie au nom de la paix. C'est là vraiment, c'est pas très ça peut être inquiétant à un certain niveau, mais par rapport à la CPI qui ne doit pas tout faire, nous, on doit compter sur nous-mêmes d'abord. Mais même si au niveau national on amnistie, au niveau de la CPI, on n'en tient même pas compte, pas du tout. Moi j'étais à la Haye en novembre, donc j'ai participé à l'Assemblée des États partis. Donc personnellement j'ai posé beaucoup de questions sur le Mali à Fatou Bensida qui m'a donné quelques sessions de formation. Donc moi je voudrais dire dans ce sens qu'il ne faudrait pas vraiment dire par rapport au nom de la paix qu'il faut ambitieux certains, nous sommes vraiment contre. Alors, plus d'une centaine de milliers de Maliens quand même qui attendent hors du Mali, pendant que la situation reste toujours quand même préoccupante sur le terrain. Monsieur Tekete, cette situation doit-elle perdurer? Est-ce qu'il ne faut pas quand même créer une solution? Bon, tu sais que moi je crois que c'est une question d'approche. Parce que pour moi, Amnesty International, AMDH et tout ce que vous voulez, chacun d'entre nous c'est pour les droits de la personne humaine.
quand on parle de... Moi, c'est la justice malienne, par exemple. C'est à elle que moi, c'est sur elle que je peux compter pour avoir une justice juste. La CPI, là. La CPI, même si on lui donne des affaires, la CPI ne prend qu'une ou deux affaires. Et puis en général, c'est des gens qui sont là, qu'on connaît, et ils prennent ça. C'est-à-dire, moi, la CPI, je ne condamne pas, mais je compte sur la justice de mon pays d'abord. Et qu'on fasse en sorte qu'on ait une justice juste. Et à ce niveau-là, l'État a beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Si vous tenez compte du budget de l'État, de la justice malienne, il y a la CEDEAO qui donne 3,50% du budget national à toute la justice. 3,50%. 3,50%, ça c'est la CEDEAO. Mais au Mali, notre justice n'a que 0,58%, non même pas 1% du budget, et on veut qu'on fasse une justice juste et qu'on compte sur des gens qu'on ne doit pas être corrompus. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le match c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Pour corriger des fautes, il faut qu'on ait des gens qui sont aptes à pouvoir corriger. Donc moi je crois très sincèrement que les droits de l'homme sont violés sur toute l'étendue de la République du Mali. Alors, et à tous les niveaux. Voilà, concernant les réfugiés maintenant. Voilà, maintenant les réfugiés. Je suis d'accord qu'ils ne vont pas venir comme ça. Mais même les réfugiés, si on va en profondeur, quelque part il y a des violations des droits de l'homme qui sont exécutées par eux-mêmes, de par leur manière de faire. Comment? Il y a des violations des droits de l'homme qui se font au niveau des camps de réfugiés, par ces réfugiés eux-mêmes. Question de positionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage, M. Tekete? Pourtant, je crois que ce que j'ai dit est clair. Oui, c'est clair, mais comment cela peut se faire? C'est-à-dire que moi, voilà, responsable d'un camp de réfugiés, avec des réfugiés, c'est moi qui suis interlocuteur de ceux-là qui font l'humanitaire. C'est à moi qu'ils parlent. Et c'est à moi d'être l'interface entre la base et eux. Mais à ce niveau-là, ma place là, me donne l'avantage, si je ne suis pas honnête, d'exploiter ce qui se donne pour les réfugiés. Et en ce moment-là, cette violation des droits de l'homme, ce n'est pas ni les humanitaires, ni le pouvoir en place, mais c'est moi-même en tant que réfugié et responsable de réfugiés qui n'est pas conscient. Donc il s'agit d'un comportement responsable. Il faut avoir une conscience patriotique, une conscience de pouvoir défendre les droits humains. Parce que les droits humains, on ne les défend pas parce qu'on veut les défendre comme ça. Il faut vouloir le faire. On ne fait pas ça pour avoir un tremplin. Aujourd'hui, beaucoup de défenseurs des droits humains viennent pour le tremplin. Le tremplin, ça ne nous arrange en rien. Ça ne fait que nous rétrograder, ça ne fait que nous désorienter nous-mêmes et nous déshonorer. Un défenseur des droits humains, c'est pourquoi il est défenseur des droits humains. Il le fait pour le bien-être de ceux-là qui n'ont pas la voix au chapitre. Okay. Maître Khalifa Yaro, est-ce qu'on veille suffisamment en réalité sur la situation des réfugiés maliens? Bon, vous avez vu vous rendre compte de certaines actions d'envergure, même si ça a été des actions sporadiques, où des gouvernants se sont déplacés pour aller rencontrer les réfugiés. Parce qu'il faut faire attention là aussi avec les mots. Les réfugiés sont ceux-là qui ont fui leur lieu de résidence pour se retrouver hors du territoire national. Ils sont différents des déplacés, des personnes déplacées internes. Oui. C'est-à-dire qu'ils quittent d'un point du pays à un autre point pour la quête de la subsistance et de la paix. Absolument. On a vu le ministre du développement social, le ministre de la sécurité, qui se sont rendus, disons même au chevet des réfugiés, au niveau du Burkina, au niveau de la Mauritanie, au niveau de... etc. Ils ont fait beaucoup d'actions salutaires. Bon, maintenant, il s'agit de pouvoir aller avec efficience et produire des résultats. Sinon, ça, on a vu. Ils sont venus au secours, effectivement, de certains réfugiés et vraiment, ils ont pris beaucoup d'actions pour faciliter la situation des réfugiés. Mais maintenant, le phénomène des réfugiés, nous tous, on sait ce qu'il y a. Souvent,
plutôt que d'être un phénomène regrettable, devient une situation créée de fait. Parce que, en fait, souvent, on trouve son compte. Ça existe. Maintenant, il ne faudrait pas du tout essayer de voir comme étant simplement un manque de volonté politique de l'État à résorber ces problèmes. Ce n'est pas un manque de volonté politique, mais seulement les enjeux sont tels qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une fragilité, peut-être qui ne nous a pas permis effectivement de résorber. Nous allons nous retrouver après une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les droits de l'homme, c'est donc de cela que nous parlons. C'est à l'occasion de la publication du tout dernier rapport d'Amnesty International. Nous étions tout à l'heure en train de parler de la situation des réfugiés maliens. Nous avons écouté Maître Khalifa Yaro. J'ai eu l'impression que M. Tekete avait quand même envie de réagir. Vous avez la parole. Bon, peut-être pas réagir en mal, c'est seulement l'appuyer, c'est ce qu'il a dit, parce qu'à un moment, vous savez que dans la zone de Nampala, il y a un groupe qu'on a considéré comme un groupe de réfugiés qui sont en Mauritanie, mais qui s'arrangeaient la nuit à venir attaquer et puis répartir dans le camp. Dans le jour, ils sont réfugiés. Ah ouais, mais c'est ça, il y a tout ça. Le jour, ils sont réfugiés, mais la nuit, c'est des attaquants. C'est des gens armés qui attaquent les biens des gens, les personnes, ils les enlèvent. Donc moi, j'ai dit, comme l'a dit Khalifa, il faut faire beaucoup attention sur ce que nous parlons des réfugiés. Parce que les réfugiés, d'abord, beaucoup d'entre eux n'ont même pas le titre d'être réfugiés, des statuts de réfugiés. On a beaucoup de gens qui se déplacent peut-être à l'intérieur, ça c'est des gens déplacés, là aussi il y a des problèmes. Mais les réfugiés, quand même, je crois que à ce niveau, il faut beaucoup faire attention. Et c'est la volonté politique, comme il l'a dit, je crois que ça manque pas. Ça manque pas. Mais il faut le sérieux, il faut continuer toujours. Il faut être vigilant. Et sur toutes les populations. Parce qu'on a tendance à croire que c'est les décideurs seulement qui ont le droit de surveiller ou de réagir. Alors que je crois que tout bon citoyen est un responsable. Et tout bon citoyen doit faire en sorte que la paix revienne. Alors, il y a les mines terrestres qui font quand même des dégâts, il y a des morts, il y a des mutilés. Par rapport aux réfugiés, là, je très rapidement, apporter un important aspect. En une minute, allez-y. Comme vous voulez, en septembre 2016, les Nations Unies s'étaient réunies, ils devaient adopter une loi. L'ancienne loi sur les réfugiés de 1951, ça n'a pas évolué. Donc le monde entier se sont réunis à New York pour pouvoir décider que ce sont les réfugiés. Ils veulent revoir cette loi-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pays de l'Afrique surtout et les pays d'Asie, ils ont dit que non, il faudrait pas que les réfugiés et les migrants soient traités au même pied d'égalité. Donc ça a été reporté jusqu'en 2018. C'est en 2018 que vraiment que le monde entier doit se réunir sur ça. Donc y compris surtout notre pays, parce que la matière est là vraiment. Je voulais juste ajouter que peut-être que 2018 va être une bonne année pour les réfugiés. Alors, je le disais, il y a des mines terrestres qui font toujours des dégâts, des personnes qui sont mortes, il y a des mutilés. Il y a aussi les enlèvements qui se multiplient. Il y a eu le cas de Béatrice Stockley, Sophie Pitronet et cette religieuse colombienne dans la région de Sikasso. Cela ne doit-il pas faire de nouveaux soucis à vous, les défenseurs des droits de l'homme, Salif Fofana? Oui, ça c'est vraiment un très grand souci. Donc c'est pourquoi moi j'avais dit dans mon intervention qu'il faudrait une véritable vision stratégique en matière de sécurité. Nous ne constatons pas vraiment. Il faut qu'il y ait vraiment une véritable vision stratégique pour pouvoir vraiment pallier à tout cela. Parce que c'est une stratégie aussi pour les groupes armés vraiment. Donc vraiment, le fait vraiment de faire des attaques sporadiques dans des endroits où on ne s'attendait pas, c'est pour créer la panique, c'est pour créer la psychose. Donc cette psychose-là, il faudrait vraiment que le gouvernement soit en mesure de relever, parce que c'est un grand défi. C'est la psychose et la panique qu'on crée au sein des populations pour dire qu'ils sont un peu partout. Donc le gouvernement doit avoir une vision stratégique. Comment vraiment trouver une solution à tout cela? Donc nous pensons que le ministère de la Sécurité
doit pouvoir vraiment redoubler d'efforts pour pouvoir travailler beaucoup plus avec la population pour pouvoir trouver des solutions à meilleure fondation. Sinon, c'est des véritables violations des droits humains que nous n'allons pas nous taire là-dessus. Et la stratégie que nous avons adoptée, c'est la formation des défenseurs des droits humains en SDR. La surveillance, la documentation et le rapportage des violations des droits humains, c'est juste doter des capacités aux défenseurs des droits humains et aux journalistes pour qu'ils puissent rapporter ces faits-là. Et une fois que ces faits sont rapportés, ça permet aux décideurs de réagir. D'abord, à commencer par la commune, le maire est obligé de réagir. Et ensuite, maintenant, les autorités régionales sont obligées de réagir face surtout à ce rapport qui a été publié par un observateur ou un journaliste qui a fait une animation dans la radio. Parce qu'il a reçu la formation, il a documenté la situation, il a publié. Alors, Maître Yaro Sikasso enregistré son tout premier cas. On espère que ça va être le dernier cas d'enlèvement il n'y a pas très longtemps. Je pense que les enlèvements se multiplient. On est en train quand même d'entrer dans une phase beaucoup plus préoccupante, non? Oui, c'est préoccupant, surtout qu'aujourd'hui, il y a un commerce qui est attaché autour de ça. Vous vous souvenez un peu de ce que, effectivement, ceux qui avaient été enlevés à Ombori ont été monnayés. Donc, aujourd'hui, il faut craindre que, effectivement, le phénomène ne prenne de l'ampleur. Bon, vous savez, la situation du pays est telle qu'aujourd'hui, il faut avoir une démarche pas singulière, mais une démarche holistique. Parce qu'on ne peut pas résorber les situations des droits de l'homme dans un conflit sans visage, où l'ennemi n'est pas connu, l'adversaire n'est pas connu. N'est-ce pas? Tant qu'on ne règle pas les problèmes de base des droits de l'homme. C'est-à-dire que ces problèmes de base des droits de l'homme, c'est d'abord la citoyenneté, c'est l'équité. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance de l'autorité, c'est la reconnaissance de l'existence de la sanction. Aujourd'hui, c'est toutes ces valeurs-là qui sont un peu en décrépitude et qui font que on ne craint pas les violations, c'est-à-dire que les violations ont connu une ampleur considérable. Et on n'a pas peur de conséquences, et d'où une impunité s'est instaurée. Donc, ce que je dois dire par rapport à l'enlèvement, aux enlèvements de personnes, aux enlèvements des biens, ça ne se gère pas de façon plus singulière par rapport à ces créneaux, mais d'une façon générale et d'une façon globale, de prendre le phénomène des droits de l'homme dans son règlement à la racine, et pour régler effectivement, définitivement les questions que je viens de soulever et tantôt, pour que effectivement, de façon horizontale, chacun puisse se sentir effectivement à équidistance par rapport aux questions des droits de l'homme. Monsieur Tekete. Merci encore, M. Fomba. D'abord, parlant des attaques terrestres, il y a eu 187 attaques en 2016 qui a visé seulement l'aménagement. Maintenant, pour répondre à votre question d'enlèvement, moi je ne suis pas convaincu qu'en quittant ici, je serai chez moi sans être enlevé. Donc l'impunité et l'insécurité qui règnent dans ce pays-là font qu'on ne peut pas espérer qu'il y aura l'enlèvement aura une fin. Mais cela peut conduire à une psychose. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire il faut aller avec. C'est-à-dire moi je crois que ce pays a besoin de se dire la vérité. C'est-à-dire il ne faut pas parler en vase clos. Moi, Tekete, aujourd'hui, avant de quitter ici pour arriver chez moi, je ne suis pas convaincu qu'on ne va pas m'enlever. Ça, c'est à Bamako. Moi, je ne peux pas aller chez moi au village, à Kouréanzé, parce qu'en partant là, je ne sais pas comment il faut partir. Arriver à Kouana, peut-être qu'on va m'arrêter, on va m'enlever. Donc, l'impunité et l'insécurité sont les causes fondamentales de cette affaire. Et il faut qu'on ait la solution à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. L'État doit s'assumer, mais avec la complicité des citoyens. Ça, il faut que ce soit clair. Personne ne va venir nous sauver ici, c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Bon, il y a des critiques que je ne veux pas donner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous aider, mais il y a des comportements qui laissent à désirer. Il a parlé de la mise en place des forces intérimaires. Vous pouvez expliquer pourquoi le gouverneur de Kidal, qui a été nommé avant-hier, n'a pas été accepté? Et par qui?
C'est ça le problème. Ça, c'est des vérités qu'il faut qu'on se dise. Alors, nous allons aborder cette dernière question. On attend beaucoup de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Des antennes régionales ont été installées et des milliers de dossiers sont quand même déposés. Pourtant, Amnesty International regrette que la commission en question ne soit pas encore opérationnelle. Monsieur Fofana. Oui, merci beaucoup pour cette question parce que il n'y a pas encore un mois, j'étais à Koulouba lors d'une réunion avec la commission de justice et réconciliation parce qu'ils cherchaient un point focal au niveau de la société civile. Comme vous savez, la commission est obligée de travailler avec les tiers, autrement dit la société civile qui maîtrise le terrain. La commission à elle seule comme ça ne pourra pas avoir des résultats parce que je suis un peu pessimiste la façon dont la commission est en train de travailler. D'abord, il n'y a pas de professionnels. En matière des professionnels. Donc il faut vraiment qu'il y ait des véritables professionnels pour pouvoir documenter la situation des droits humains sur le terrain. Parce que la commission, simplement les antennes sont créées. Alors, mais on s'est rapproché aux victimes. Mais est-ce que ça suffit? Parce qu'il faut vraiment une véritable chaîne. Regarde l'exemple, je vous dis, le bureau du procureur. C'est que j'ai même à exposer au niveau de la commission. Parce qu'il s'agit de travailler avec les tiers. Les tiers, c'est quoi? C'est les organisations de la société civile. Je vous donne un exemple, par exemple. Moi, en tant qu'ONG Amnesty, moi, j'ai vraiment identifié... Vous avez 30 secondes. Oui. Donc, j'ai identifié une victime qui me connaît et très bien maintenant. Mais j'ai transféré le dossier à la commission de justice. Mais si le dossier... Si la victime veut savoir si mon dossier avance ou non, la victime connaît en tant qu'ONG, mais ne connaît pas la commission. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment une procédure, une véritable procédure entre la commission et ça. Et pourtant, nous, les défenseurs des droits humains, il y a un problème de risque de protection parce que la commission ne veut pas prendre des risques pour vraiment protéger les défenseurs des droits humains. Cela va beaucoup compliquer le travail sur le terrain. Maître Yaro. Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Non, il y a toujours quelques espérances, il y a quelques espoirs. Dire que la commission... Moi, je ne suis pas tellement pessimiste parce que les chantiers sont ouverts et les actions sont en train d'être posées. Et la commission, aujourd'hui, elle est bien étoffée. Elle a créé ses agences au niveau régional. Maintenant, reste des défis, tant notre commission, mais que les autres commissions qui ont vu le jour un peu partout. Il y a eu des défis où on pense que la commission ne pourra pas combler son mandat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est seulement de faire les auditions, de commencer et tout. Bon, maintenant, il y a le défi, c'est que beaucoup de gens aussi n'ont pas compris les attributions, les rôles de la commission Vérité. C'est en cela que je suis d'accord avec mon prédécesseur quand il dit il est nécessaire d'impliquer des professionnels. Il est nécessaire de mettre en place cette politique nationale de justice transitionnelle qui a été adoptée, la politique nationale de justice transitionnelle, et de mettre en place l'outil qui est là, qui est la politique de communication, une politique de communication nationale, pour permettre effectivement l'appropriation de cette institution qu'est la justice transitionnelle. Merci Maître Yaro. À vous la parole maintenant, Amadou Bokar Tikiti. Bon, à ce niveau-là, moi j'aurais voulu que vous laissiez Yaro clôturer ça, parce que c'est un spécialiste de la justice traditionnelle. C'est-à-dire la justice, la commission, pour moi, il y a des choses que je condamne et que j'ai toujours condamnées. Parce que d'abord le mandat, la mission et les hommes. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi si vous avez laissé si j'avais parlé que Yaro clôture, c'était meilleur, parce que lui, il est spécialiste de la justice traditionnelle. D'abord, on prend un mandat qui court de 1960 à 2013 pour des gens qui sont nés en 2015, parce qu'ils ne sont même pas nés. Est-ce que réellement c'est objectif? Si je prends le cas de l'indépendance, en 1960, en 1962, il y a eu des exactions pour le franc malien. Des hommes ont été arrêtés, condamnés à mort par une justice populaire. Ma défenseur des droits humains, vous pensez qu'aujourd'hui j'approuve ça? Ce serait aberrant de penser que des hommes ont été jugés par des gens non magistrats, des politiciens, et on les a condamnés à mort. Et vous voulez que je parle de ça? C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne serai pas membre de cette commission. Parce que je ne suis pas d'accord ni avec la mission, ni avec le mandat, ni avec les hommes.
Ça, c'est ma conviction. C'est pourquoi je ne rentre pas dans le terrain. Mais Yaro, si moi j'avais parlé et qu'il lui parle, il allait donner plus de précision parce que je le connais très bien. Alors, c'est donc la fin de cette émission. La mise en onde, il y avait Seloumbo, à la régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ibrahim H. Diallo, à la présentation Seydou Fomba. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.